Bien, après Madame Asma Bernichi, qui a pu nous exposer sa position par rapport au mécanisme psychologique de l'intention, nous allons entendre maintenant Johan Saïd, doctorant à l'Institut Michel Villet de l'Université Panthéon-Assas, chargé d'enseignement, dont l'intervention va porter sur la caractérisation de l'intention en matière civile. Eh bien, Johan, on t'écoute. Merci André Charles, bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir participer à la conférence organisée par l'Association des chercheurs de l'Université Panthéon-Assas sur cette approche à la fois juridique, psychologique et philosophique que recouvre l'intention. Or, contrairement à Madame Asma Bernichi, mon point de vue sera davantage juridique que psychologique, même s'il y a des liens entre ces deux disciplines. Je me réduirai ici à quelques aspects en matière civile. Je souhaiterais axer ma réflexion sur une question bien précise. Comment le juge peut-il caractériser l'intention qui relève pourtant davantage de la sphère interne et psychologique que juridique? Alors j'aurai un plan assez simple, une première partie sur l'intention telle qu'elle est définie et présentée par le législateur, et une seconde partie sur l'intention vue par la jurisprudence et qui permet notamment de caractériser l'abus. Alors je commence. L'intention et le législateur. Je vais commencer par l'intention des parties. Le juge n'est pas lié par la qualification adoptée par les parties. La qualification étant une question de droit, elle relève de l'office du juge en vertu des alinéas 1 et 2 de l'article 12 du Code de procédure civile. Écoutez bien, en vertu de l'article 1188 du Code civil, le juge doit rechercher la commune intention des parties et ne pas s'arrêter au sens libéral des termes utilisés dans le contrat. Ainsi, dans les avant-contrats, la qualification de dédit retenue par les parties pour caractériser la somme versée par le bénéficiaire au promettant afin que ce dernier immobilise le bien est inexacte si le bénéficiaire ne s'est pas engagé à l'acquérir. Les juges requalifieront le dédit en indemnité d'immobilisation. La promesse sera unilatérale, mais le contrat sera alors pourvu d'un caractère synalagmatique. Inversement, il peut arriver que la promesse unilatérale de vente soit requalifiée en promesse synalagmatique de vente en raison du montant élevé de l'indemnité d'immobilisation. Le montant est si élevé que les juges considèrent qu'il altère la liberté d'option du bénéficiaire. Dans l'arrêt de la Chambre commerciale du 20 novembre 1962, l'indemnité d'immobilisation a été implicitement requalifiée en dédit, car l'indemnité d'immobilisation correspondait au tiers d'un montant qui était lui-même élevé. Cette solution est tout de même discutable pour Anton Mattei et Renard, car ce qui caractérise la promesse synalagmatique de vente, c'est l'engagement d'acheter du bénéficiaire et non une simple probabilité d'achat, même si elle est forte. On peut se demander si le bénéficiaire avait pour unique intention d'acquérir le bien immobilier en versant le tiers du prix d'acquisition, ou s'il se laissait encore la possibilité de ne pas acquérir le bien. En d'autres termes, le bénéficiaire, même tenu d'une lourde indemnité, ne demeure-t-il pas libre de ne pas acheter pendant celle-ci? En pareil cas, il est tout de même difficile d'imaginer que le juge puisse imposer l'exécution forcée de la vente. Ainsi, dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 1er décembre 2010, nonobstant l'importance du montant du dépôt de garantie, qui était presque égal au prix de vente, la promesse unilatérale n'a pas été requalifiée en promesse synalagmatique.
La haute juridiction a ainsi retenu que la distinction entre la promesse unilatérale et la promesse synallagmatique de vente ne dépendait que de la volonté exprimée par les parties et que le versement d'un dépôt de garantie d'un montant presque égal au prix de vente ne préjudiciait en rien à la qualification de cet acte. Or, la portée de cet arrêt était malgré tout très incertaine et la troisième chambre civile est revenue à la solution traditionnelle par un arrêt du 26 septembre 2012. Le critère de la distinction entre promesse unilatérale et promesse synallagmatique découle de l'importance de l'indemnité d'immobilisation. Je vous lis cet arrêt. La promesse de vente était assortie d'une indemnité d'immobilisation si importante par rapport au prix de vente qu'elle privait le bénéficiaire de sa liberté d'acheter ou de ne pas acheter. En s'acquittant d'une telle somme, sans doute le bénéficiaire avait-il déjà exprimé son intention de s'engager. Cela reste discutable. Partant, la promesse de vente n'était pas unilatérale, mais synallagmatique. Donc vous voyez ici une question qui peut se poser concernant l'intention. Est-ce que le fait de verser une indemnité qui soit élevée manifeste l'intention du bénéficiaire de s'engager? C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre et la Cour de cassation semble répondre par la positive. J'aimerais à présent vous parler de l'imprévision. Vous avez cette révision du contrat pour imprévision qui a été consacrée donc par l'ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre de la même année, à l'article 1195 du Code civil et qui est venu briser littéralement la jurisprudence découlant de l'affaire du canal de Craponne de 1867. Je vais simplement vous énumérer les conditions de l'imprévision. Première condition, il faut un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat. Deuxième condition, une exécution du contrat rendue excessivement onéreuse. Et troisième condition, sans doute la plus importante ici, un risque non assumé. On soulignera ici le caractère négatif de cette condition. En effet, la partie ayant accepté d'assumer le risque d'un déséquilibre du contrat ne sera pas recevable à se prévaloir des dispositions de l'article 1195 du Code civil. Par conséquent, cet article n'est pas d'ordre public. L'acceptation peut être expresse, mais aussi sans doute tacite, conformément à l'interprétation officielle des principes Land 2, dont l'article 6 de .111 a fortement inspiré ce texte. C'est vraiment cette notion de défaut d'acceptation tacite qui est intéressante. En l'absence de clause expresse de renonciation à la révision pour imprévision dans le contrat, le juge pourrait essayer de rechercher la réelle intention des parties dans le sens qu'elles ont donc voulu conférer au contrat afin de déceler l'acceptation tacite du risque par l'une d'entre elles. Des incertitudes demeurent. Comment le juge pourra-t-il démontrer l'acceptation tacite par l'une des parties d'accepter les risques de l'imprévision? C'est toute la question à laquelle on peut se poser et qui n'est vraiment pas simple d'accès parce qu'on ne sait pas comment y répondre. Après l'imprévision, je vais passer à un autre terme beaucoup plus connu, c'est la lettre d'intention, et là on retrouve vraiment le terme d'intention. Pour un fonds de commerce ou pour des titres, lorsqu'une entreprise est cédée à un repreneur, on peut définir la lettre d'intention comme étant un contrat préalable qui assure au co-signataire que la cession sera conforme aux conditions qui ont été prévues lors des négociations. Finalement, la lettre d'intention, comme son nom l'indique, vient affirmer l'intention des parties. Elle détermine les termes de l'accord et le cadre des négociations. En principe, la lettre d'intention ne crée pas d'obligation contractuelle, sauf si elle contient tous les éléments essentiels du futur contrat. Le juge pourra alors
l'a requalifié en contrat cadre, défini à l'article 1111 du Code civil, toujours depuis l'ordonnance du 10 février 2016, par opposition au contrat d'application. De sa rédaction découlera donc la valeur juridique de la lettre d'intention. De plus, pour reprendre la distinction de René Demogh en 1928, la lettre d'intention peut créer une obligation de moyens et de résultats selon si l'une des parties s'engage par écrit à faire tout son possible pour parvenir au résultat escompté ou si elle s'engage à l'obtention du résultat. La faute contractuelle résultera dans cette seconde hypothèse du défaut d'obtention du résultat promis. Nous avons parlé de la lettre d'intention, là je vais m'attarder sur une notion encore plus intéressante, c'est l'intention libérale, que l'on qualifie souvent de donation, qui est un contrat solennel au sens de l'article 1109 alinéa 2 du Code civil, soumise aux conditions de forme de l'article 931 du Code civil. L'acte doit être notarié. Alors là, c'est très intéressant, parce que par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 6 janvier 1969, dès lors que l'intention libérale est établie, les juges ont pu en déduire que l'acte constituait une donation indirecte. Or, l'arrêt d'espèce et non de principe, la décision attaquée est approuvée au regard des circonstances de l'espèce qui permettent de caractériser l'intention, et notamment l'intention des parties que les juges du fond ont souverainement appréciée. Ainsi, le chiffre dérisoire de la rente stipulée s'expliquait par le fait que son oncle, je lis l'arrêt, avait voulu lui faire plaisir. Voici l'intention libérale. C'est pour ça qu'il ne s'agissait pas, en l'occurrence, d'une vente à un prix dérisoire, et donc qui aurait ici été entachée de nullité, cette nullité étant relative depuis un arrêt du 22 mars 2016. Donc les juges du second degré ont souverainement apprécié, au vu des résultats de l'enquête ordonnée en première instance, que l'intention libérale du vendeur était indiscutable. J'en arrive à mon dernier point sur cette première partie, la seconde sera un peu plus courte, c'est le dol. Et concernant le dol, qui est l'un des trois vices du consentement, avec l'erreur et la violence, article 1130 du Code civil, il y a une référence explicite à l'intention. Je vais y revenir. Le dol est sanctionné par la nullité du contrat et le versement de dommages et intérêts. Cette nullité est relative en vertu de l'article 1131 du Code civil, la distinction entre la nullité relative et la nullité absolue ayant été consacrée légalement par l'article 1179 du Code civil qui a donné un fondement textuel aux critères de distinction moderne des nullités issus de Jappiot et de Gonnet. Le dol constitue un délit civil en raison de son intentionnalité. Le contractant, dont le consentement a été vicié, devra démontrer un élément intentionnel, à savoir la volonté de tromper le co-contractant, de l'induire en erreur, et un élément matériel. Selon l'article 1137 du Code civil, le dol peut résulter de manœuvres, de mensonges ou de dissimulation intentionnelle. J'aimerais établir un lien entre le silence et l'intention. Le silence peut être une source d'interprétation à part entière. Ainsi, Jean-Paul Sartre disait que le silence est un moment du langage. Se taire, ce n'est pas être muet, c'est refuser de parler, et donc parler encore. En 1948, dans les situations. L'arrêt Baldus du 3 mai 2000, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, a vraiment marqué les esprits. Il s'agissait d'une personne qui avait vendu aux enchères des photographies d'Édouard Baldus, un photographe célèbre,
au prix unitaire de 1000 francs. 3 ans plus tard, elle reprend contact avec son acheteur et lui vend un autre lot de photographies au même prix. Elle apprend par la suite que ces clichés valent en réalité beaucoup plus cher et qu'en plus, l'acheteur le savait puisqu'il les avait lui-même revendus à un prix très supérieur et avait réalisé par conséquent un important bénéfice. Elle a diligenté une action de justice à l'encontre de l'acheteur afin d'obtenir l'annulation de la vente. Le silence fautif de l'acheteur serait constitutif de mauvaise foi. La Cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 5 décembre 1997, a fait droit à sa demande en annulant la vente pour réticence dolosive. Elle s'est appuyée sur l'obligation de bonne foi qui pèse sur tout contractant. L'acheteur forme un pourvoi en cassation, estimant qu'il n'était pas tenu d'une obligation d'information à l'égard de la vendresse qui avait sous-évalué ses clichés. La Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel pour violation de l'article 1116 ancien du Code civil, estimant qu'aucune obligation d'information ne pesait sur l'acheteur. Il s'agit d'un arrêt de principe qui renouvelle la définition même de la réticence dolosive. Il précise le rôle octroyé à la bonne foi dans la formation du contrat et l'approche habituelle du lien entre l'obligation d'information et la réticence dolosive. Et là, je vais vous montrer un peu le poids des mots. Par exemple, pour Philippe Stoffelmann, cette solution est justifiée parce que l'acquéreur s'est contenté de ne pas détromper le vendeur. Il n'a pas eu l'intention initiale de tromper son vendeur. Comme le souligne Muriel Fabre-Magnon, il est essentiel de distinguer entre le fait de se porter acquéreur d'un objet mis en vente à un certain prix et le fait d'amener un individu à nous céder une chose à un prix nettement inférieur à sa valeur réelle. En d'autres termes, ici, l'erreur provoquée sur la valeur n'était pas intentionnelle. Elle n'a pas été provoquée par l'acquéreur. L'acquéreur, finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est contenté de ne pas détromper le vendeur qui s'était initialement donc, mépris sur la valeur réelle de ses photographies. Sur ce, je passe à ma seconde partie qui sera plus courte, donc l'intention selon la jurisprudence. Et ce que j'ai remarqué, c'est que l'intention, notamment l'intention de nuire, permet de caractériser ce que l'on appelle en droit l'abus. Je vais commencer par la rupture abusive des pourparlers, négociations, les deux termes sont équivalents, précontractuels. L'intention de nuire. La rupture des pourparlers précontractuels peut-elle être fautive? Alors vous remarquerez que de 1804 à 2016, aucun article du Code civil ne portait sur les négociations précontractuelles. Pour Mestre, les négociations précontractuelles étaient alors une terre de liberté contractuelle, une période de non-droit. Mousseron ajoute que les rédacteurs du Code civil avaient perçu la formation du contrat comme un coup de foudre entre l'offre et l'acceptation. Le contentieux en la matière était vraiment très minime dans un premier temps. Pourquoi? Parce que les milieux d'affaires étaient attachés au dogme de la liberté de pouvoir rompre des négociations, fussent-elles très avancées. Puis, la rupture a progressivement été considérée comme pouvant être abusive, notamment si le négociateur était animé d'une intention de nuire à l'égard de son partenaire. L'intention permet ici de caractériser la faute dans la rupture. Et alors, ce qui est très, très intéressant, c'est que depuis le début des années 1970, la jurisprudence considère que le négociateur qui rompt les négociations
ne doit pas être de mauvaise foi. Tout le monde s'accorde à dire que la jurisprudence s'est assouplie, puisque pour que la rupture ne soit pas abusive, on ne retient plus le critère de l'intention de nuire, mais celui de la bonne foi. Comme s'il était plus facile de démontrer la mauvaise foi, alors que la bonne foi se présume en vertu de l'article 2274 du Code civil, que l'intention de nuire. Ce qui démontre que l'intention n'est pas facile à caractériser, puisque l'on considère que la mauvaise foi du partenaire fautif est plus facile à démontrer. Et ça, c'est vraiment un point que je trouve très intéressant. Le fait que l'on puisse dire qu'il s'agit d'un assouplissement considérable de n'exiger que la démonstration donc, de la mauvaise foi du négociateur et non pas son intention de nuire. Or, les pourparlers précontractuels sont dominés par deux grands principes, la liberté et la bonne foi, tous les deux consacrés à l'article 1112 nouveau du Code civil. Et on remarquera que la conciliation entre les principes de liberté et de bonne foi n'est pas sans comporter, pour reprendre une formule d'Olivier Déhaille, une part de mystère. Et j'aurais tendance à dire que l'intention de nuire et le manquement à l'obligation de bonne foi sont tous les deux difficiles à caractériser, sauf dans des situations assez extrêmes, plutôt rares en pratique, notamment dans l'éventualité où l'un des négociateurs serait entré en pourparlers précontractuels afin d'obtenir des informations confidentielles et qui n'avait jamais eu l'intention de conclure le moindre contrat. Je vais terminer, c'est sûr que nous aurions pu développer, notamment avec la suppression de la cause, donc cause objective, cause subjective, mais je vais quand même rester bien concentré sur l'abus. Quel est le critère traditionnel de l'abus de droit? Dans l'arrêt Clément Bayard de la Chambre des requêtes, qui est très connu, donc rendu le 3 août 1905, et qui avait été rendu à propos de l'exercice du droit de propriété, l'abus de droit avait été défini par l'intention de nuire à autrui. La Cour de cassation a à plusieurs reprises fait prévaloir ce critère, notamment dans un arrêt du 22 février 1968, rendu par la 3e chambre civile de la Cour de cassation. Cependant, on peut regretter qu'il ne soit pas fait référence dans l'arrêt Clément Bayard à une autre intention, qui n'était pas celle de l'intention de nuire, mais une intention qui portait davantage sur un mobile spéculatif. En effet, dans l'arrêt Clément Bayard, la Cour de cassation n'avait fait référence pour caractériser l'abus de droit qu'à l'intention de nuire qui constituait l'unique mobile, alors qu'il y avait un autre mobile, c'était bien sûr le mobile spéculatif. Et on retiendra plutôt le critère de Josserand, davantage que celui de la jurisprudence qui se limite à l'intention de nuire pour définir l'abus de droit. En effet, pour Josserand, l'abus de droit est caractérisé par le détournement du droit de sa destination initiale. Merci. Eh bien, c'est une excellente conclusion. L'abus de droit est caractérisé par sa destination initiale. Ça me semble absolument parfait, mais c'est bien, parce que tu es resté sur une approche de pur droit qui me semble tout à fait conforme à ce qu'on attendait, une très bonne analyse de l'intention au plan civil. Parfait. Merci, Johan.